J'ai appris avec quelqu'un qui a littéralement lancé sa marque avec une valise à la foire de Bâle. Et donc, j'ai appris les fondamentaux de ce métier comme ça et j'ai adoré. Le marketing était tellement fort. Les nouveaux matériaux avec le saphir, la céramique de couleur, etc. ont pris tellement de place que les gens n'ont pas donné forcément toujours l'attention nécessaire à l'horlogerie de Hublot. Et moi, aujourd'hui, je vais parler haut et fort de cette belle horlogerie et je vais peut-être rééquilibrer ces trois paramètres l'un envers les autres. Quand tu viens à un événement Hublot, on ne va pas te mettre juste à un dîner et te montrer une démonstration d'horlogerie. Oui, on va le faire si tu le souhaites, mais on va surtout passer une soirée exceptionnelle. Hublot, c'est des relations humaines, c'est des bons moments qu'on passe ensemble et c'est un côté accessible. Et moi, je l'incarne parce que je pense être quelqu'un avec ma porte ouverte, je suis accessible, j'ai envie de rencontrer des gens, de parler avec eux, d'échanger ça. Et c'est l'esprit de la marque. L'industrie du luxe par ceux qui la façonnent. Je m'appelle Lou Dana et bienvenue dans la saison 2 du podcast du luxe. Je suis la cofondatrice de la startup Grace qui permet aux marques de luxe de protéger les biens exceptionnels de leurs clients de manière automatique et gratuite afin qu'ils les portent en toute sérénité partout dans le monde. Une nouvelle norme qui tend à se généraliser pour toute l'industrie du luxe de par les bénéfices importants que cela génère autant pour les marques que pour les clients. Pour en savoir plus, cliquez sur grace.io ou les liens dans la bio. Vous avez été plus de plusieurs centaines de milliers à écouter la première saison du podcast du luxe. C'est un grand merci. Pour cette nouvelle saison, nous partons encore une fois à la rencontre d'invités de marques que j'ai eu la chance de rencontrer à travers Grace. Ils ont accepté de se livrer pour vous révéler tous les secrets de ce qu'il y a derrière des pièces iconiques et des grandes maisons que vous connaissez. Bulgari, Chanel, Hermès, Rolex. Patrons, grands noms, journalistes, designers, leaders, j'ai le plaisir de vous partager en exclusivité mes conversations inédites et sans filtre avec ceux qui, à travers leur histoire, ont façonné celle de l'une des industries les plus puissantes et énigmatiques au monde, le luxe. Dans ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Julien Tornard, qui est le CEO de la maison Hublot, maison horlogère du groupe LVMH. C'est un épisode vraiment formidable. Vous allez voir, Julien a une énergie juste qui est extraordinaire. Il est passionné par la maison Hublot, mais aussi par les maisons qu'il a pu diriger ou qu'il a pu grandir. Près de 20 ans chez Richemont au sein de Vacheron Constantin, mais aussi plusieurs années au sein de Zénith, quand LVMH a repris cette maison historique. Et puis ensuite, un peu TAG et aujourd'hui Hublot. On rencontre vraiment un leader qui a une vision extrêmement claire, qui est passionné de produits, mais aussi du génie marketing qui est derrière Hublot. C'est vraiment un épisode où on redécouvre la marque. On découvre aussi toute la stratégie qu'il y a eu ces dernières années, ce qui en a fait un succès. Et aujourd'hui, quelles vont être les prochaines étapes de cette maison extraordinaire. Bref, c'est un épisode que j'ai adoré. Je pense que vous, ce sera pareil. J'ai hâte d'avoir vos retours. Et je vous souhaite une très bonne écoute sur le podcast du luxe. Bonjour Julien. Bonjour Lou. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui à Lyon, au sein de la manufacture Hublot. Est-ce que pour commencer, avant de te présenter, tu pourrais nous dire justement qu'est-ce que ça représente pour toi d'être ici dans cette manufacture? Écoute, je suis ravi d'être ici parce que c'est notre manufacture, c'est notre maison. C'est où je passe le plus clair de mon temps quand je ne suis pas en train de voyager dans les marchés. Et c'est là qu'on ressent vraiment toute cette énergie absolument incroyable que Hublot a. Et donc moi, quand je rentre ici le matin, je me sens vraiment boosté pour la journée. Donc je suis ravi d'être là et de t'accueillir ici. Tu as combien de collaborateurs ici? On a un petit peu moins de 1000 collaborateurs en tout chez Hublot, dont à peu près 400, 420 qui sont ici dans la manufacture. Et ici, tu vas avoir toutes les étapes pour créer une montre Hublot? Absolument, absolument. L'entièreté de l'activité Hublot se trouve ici, mis à part évidemment les gens des filiales et puis les boutiques. Et autrement, tout est ici sous les différents toits des 3 bâtiments que nous avons. Est-ce que Julien, tu pourrais justement te présenter s'il te plaît? Bien sûr. Je m'appelle Julien Tornard, je suis né à Genève en 1972. J'ai grandi d'ailleurs à Genève. Je suis quelqu'un qui est vraiment de la région. Et après des études diverses et variées en économie, en business, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie horlogère. Ça fait déjà quelques années, en 1997. Et j'adore le sport, j'adore plein d'activités, j'adore voyager, j'adore rencontrer des gens. C'est aussi pour ça que l'industrie horlogère m'a autant plu. C'est la possibilité de rencontrer des gens de toutes les cultures différentes dans le monde entier. Donc, je nourris cette passion au quotidien. Et depuis combien de temps tu es le CEO de Hublot? Ça fait une année avant-hier. Oui, c'est vrai. 1er septembre l'année dernière, voilà.
Est-ce que tu pourrais nous dire dans quelle famille tu as grandi, dans quel monde? Est-ce que c'était... Parce qu'à Genève, la culture horlogère est quand même très présente. Oui. Est-ce que tu as su que tu voulais aller là-dedans ou pas du tout? Non, non, alors beaucoup de gens te raconteront une belle histoire sur une montre reçue par un aïeul ici et là. Moi, je vais te dire la vérité. Je suis né à Genève, donc évidemment baigné dans la culture horlogère, genevoise en particulier. Donc j'ai toujours vu des belles vitrines, des montres. J'ai toujours trouvé ça intéressant et je me suis toujours... j'ai toujours porté un certain regard sur cette industrie, mais complètement de l'extérieur. Et mes parents n'étaient pas du tout dans le domaine. Mon père était un homme d'affaires dans l'immobilier, dans les assurances. Ma mère s'occupait de nous, ce qui n'était pas un moindre travail. Et donc, j'avais aucun rapport direct avec l'horlogerie. J'ai eu quelques montres intéressantes ici et là dans ma vie de jeune, mais c'est vraiment venu plutôt par hasard, quelques années après. Est-ce que tu voulais faire quoi? Pourquoi tu as fait des études de business? Alors, j'aimais le business. Je voulais surtout m'ouvrir au monde international. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par le sport d'abord. J'ai fait beaucoup de ski nautique pendant pas mal d'années, ce qui m'a fait voyager dans le monde entier via le sport. Et ça m'a permis de me dire que je n'avais pas forcément envie de rester que dans le microcosme suisse ou genevois, mais de m'ouvrir vraiment au monde. Et ça a été aussi un conseil de mon père qui m'a dit, qui lui a travaillé plus tôt sur le marché suisse, qui m'a dit c'est quand même intéressant de s'ouvrir au monde. La communication aujourd'hui est partout, on voyage facilement, on parle aux gens dans les quatre coins de la planète. Donc, il faut que tu t'ouvres au monde et il faut que tu ailles travailler dans un environnement international. Donc, entre les conseils de mon père et mon expérience de sportif, j'avais en tout cas envie de travailler dans une entreprise multinationale. Parce que dans tes études, tu les as fait à Genève ou tu es allé à Londres, je crois? Exactement. J'ai étudié une bonne partie à Genève et puis ensuite jusqu'à l'université que j'ai fait à Genève, où j'ai fait une licence en économie et une licence aussi en histoire parce que j'étais passionné par l'histoire. Et puis ensuite, je suis parti, après mon armée, après diverses activités pendant une année, je suis parti à Londres faire un programme qui était plus orienté business et qui était plus orienté marketing international. Voilà. Et ton premier job? Mon premier job, j'étais à Londres en train de finir mon master, d'écrire ma thèse là-bas. Et j'ai été contacté par la mère d'un ami à moi, vraiment de l'école primaire, j'ai envie de dire, qui était assez proche du directeur général de Raymond Weil à l'époque, qui s'appelle Olivier Bernheim, et qui m'a reçu et qui m'a dit, voilà, en termes de personnalité, vous êtes une personne intéressante, on vous verrait bien dans notre maison, etc. Donc, je suis rentré de Londres à Genève pour cette interview. Et j'ai eu mon tout premier job dans l'industrie horlogère à ce moment-là. Et tu devais faire quoi, tu te rappelles? Oui, tout à fait. Alors, j'étais ce qu'on appelle Area Sales Manager, c'est-à-dire qu'on m'a donné un portefeuille de pays dans lesquels il y avait des distributeurs. C'était l'Europe. Et je devais m'assurer que la distribution des montres Raymond Weil se faisait bien, que la marque se construisait via ses distributeurs dans chacun des pays européens. Donc, j'ai eu la chance, les 2 premières années de ma carrière, je suis allé dans tous les pays d'Europe. Sauf l'Albanie. Il ne faut pas me demander pourquoi. Moi qui aimais voyager, j'ai été servi, mais j'ai eu la chance d'aller dans tous les pays. C'était exceptionnel. Ouais. Puis là, c'est dans les années combien? On est exactement, oui, je suis assez vieux. 97, 98, 99. Et si tu nous remets un peu dans le contexte à l'époque, Raymond Weil, c'est quoi comme marque? Et surtout, l'industrie horlogère. Ouais. La distribution, je pense qu'il y a très peu de boutiques en propre. Exact. Il n'y a pas Internet. Enfin... Exact. C'est très différent puisque... non, absolument. Alors, je vais même revenir plus loin. Chose que tu n'as certainement pas connue, mais j'ai travaillé avec des fax. J'ai eu mon tout premier téléphone portable, mon premier mois de travail. Donc, c'était la découverte du téléphone portable, l'utilisation des fax, les emails balbutiement, Internet balbutiement aussi, quelque part. Et donc, ça sonne un peu dinosaure quand je dis ça, mais c'était vraiment la manière de travailler. Beaucoup de papier. Et puis, surtout, dans l'industrie horlogère, c'était une marque, Raymond Weil, familiale, ça l'est toujours, où le fondateur était là. Monsieur Raymond Weil était là, il avait 70, 72 ans, mais il m'a fait bénéficier aussi beaucoup de son expérience. Il m'a beaucoup appris en termes de relationnel, en termes de développement commercial sur les marchés, en termes de business development aussi, qui était vraiment super intéressant. Donc, j'ai appris avec quelqu'un qui a littéralement lancé sa marque avec une valise à la foire de Bâle. Et donc, j'ai appris les fondamentaux de ce métier comme ça et j'ai adoré. C'est dingue parce qu'aujourd'hui, la foire de Bâle n'existe plus. Non, la foire de Bâle n'existe plus. Comme tu l'as dit tout à l'heure, la distribution a changé. Beaucoup de boutiques en propre. Plus tellement de distributeurs, finalement, puisque souvent les marques distribuent directement aux détaillants.
ou alors à leur propre boutique, ou évidemment via leur site e-commerce, puisque c'est le dernier canal qui s'est développé. Donc, non, l'industrie a quand même changé. Le business s'est vraiment modifié au fil des années. Et puis voilà, mais l'industrie continue de grandir. Ça n'a rien à voir, mais j'ai l'impression que quand souvent tu es patron d'une maison horlogère, tu es un peu obligé de passer par le côté commercial terrain. Bah, disons que ça aide parce que je pense que n'importe quelle position dans une compagnie, dans une entreprise, moi je le dis toujours chez Hublot, on doit tous être vendeurs. Un ou une patron des RH doit être capable de vendre l'entreprise en tant qu'entité pour venir travailler, c'est la meilleure boîte, etc. Quand vous êtes dans le commercial, évidemment, quand vous êtes marketing, vous devez vendre l'image de marque de votre marque. Et j'ai envie de dire, un financier il doit être capable de vendre un bilan à nos interlocuteurs du groupe, par exemple. Donc, tout le monde doit être capable de vivre de l'intérieur cette magnifique marque et la vendre. Donc, il faut être vendeur. Donc, quand vous avez été dans cette fonction-là, par force, vous avez appris tous les bons réflexes de quelqu'un qui vend, qui fait la promotion de quelque chose. Et puis, il y a aussi, évidemment, la connaissance des marchés, la connaissance des gens, des différences culturelles. J'en parlais tout à l'heure, mais ce n'est pas la même chose d'aller développer une affaire au Moyen-Orient qu'en Asie, qu'aux États-Unis, qu'en Amérique latine. Et je pense que moi, j'ai appris beaucoup du fait que j'ai habité aussi dans ces marchés, dans ces régions, ce qui m'a permis au départ de faire toutes les erreurs qu'on doit faire culturellement parlant. Et puis, oui, beaucoup. Mais après c'est surtout le fait d'apprendre, de comprendre. Et après, on gagne beaucoup de temps. Non, mais j'ai d'abord été aux États-Unis pendant quelques années où c'est un management très direct. Donc là, j'ai dû très jeune, très vite apprendre à m'imposer par rapport à des collaborateurs, à des business partners, à des clients. Donc, c'était une expérience avec un management quelque part beaucoup plus plat, beaucoup plus linéaire, mais très challenging au quotidien. Et puis, quand je suis arrivé en Asie, c'est l'autre extrême. Vous êtes le chef en Asie, personne ne va vous contredire, personne ne va vous challenger parce que vous êtes le chef. Donc, c'était assez déstabilisant. Et au début, j'ai dû pousser les gens à leur dire, mais dites-moi si c'est juste, si c'est faux, si vous avez une autre opinion. Et pour moi, ça a demandé de beaucoup m'adapter, de décoder aussi comment les gens voulaient dire quelque chose, voulaient faire passer un message. Ou alors, quand un deal se passait bien ou se passait moins bien, on doit apprendre les codes. Et sincèrement, ça, on l'apprend vraiment quand on vit sur les marchés. Donc, c'est en faisant. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire, donc, tu es là quelques années donc, chez Mobile, ensuite? Oui, ensuite, maison familiale, je reportais au CEO, donc pas beaucoup de moyens d'évoluer. Donc, j'ai voulu aller dans une autre direction. Et j'ai d'ailleurs pas... j'ai pas forcément... j'avais adoré l'horlogerie, mais j'aurais pu faire d'autres choses aussi. Donc, j'ai cherché un next step dans différentes industries d'ailleurs. Et puis, c'est dans l'horlogerie que j'ai eu une réponse positive chez Vacheron Constantin, donc magnifique maison qui appartenait déjà au groupe Richemont et dans laquelle j'ai pu reprendre quelque part mon rôle d'area manager, mais sur un plus grand territoire, puisque j'ai eu l'Europe et l'Amérique latine. À quel âge? J'avais 28 ans. Fou. J'ai commencé à 25. Aujourd'hui, c'est pas possible. Être area manager, si tu étais là de Vacheron à 28 ans, très rare. Si, on en a ici. On a des jeunes. Area même. Alors, on a moins parce qu'on a des filiales. Mais si on n'avait pas de filiales, on aurait des area managers qui iraient gérer les distributeurs. Mais quelque part, dans nos filiales, on a aussi des gens qui sont trentenaires, jeunes trentenaires, plein d'énergie, plein de bonnes idées et qui font avancer les choses. Donc non, je pense que c'est plus une question de profil. C'est plus une question de personnalité. Donc voilà, donc j'ai vite dû apprendre à me débrouiller, cette fois-ci dans un grand groupe, avec tout ce que ça implique aussi. Plus de reporting, plus d'analyse, quelque part plus de professionnalisme, dans une magnifique marque d'horlogerie où j'ai aussi appris ce qu'était la haute horlogerie. Le luxe et le luxe de très haut niveau. Ah oui, parce que c'est une maison légendaire. Absolument. Je dis pas de bêtises, c'est quoi cette année à Watches & Wonders? Ils ont sorti une des montres les plus compliquées. Exactement, la montre la plus compliquée. Ils célèbrent leurs 270 ans. Donc moi, j'avais célébré les 250 ans de la marque à l'époque quand j'étais aux États-Unis pour eux. Et c'est impressionnant, c'est une histoire magnifique. Et quand tu es chez Vacheron, si tu nous fais un arrêt sur image au moment où tu arrives, au moment où tu pars. Oui. Vacheron, c'était quoi? Ça a évolué, il y a combien de collaborateurs? Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 17 ans de carrière là-bas? Alors, la maison, en 17 ans, est passée, encore une fois, d'une entreprise horlogère qui venait d'être intégrée dans un groupe, mais qui était encore vraiment basée sur l'ancien modèle, c'est-à-dire beaucoup de distributeurs, peu de gens dans les marchés, beaucoup de produits, aucune boutique.
17 ans après, donc je finis ma carrière. Après avoir été arrêt manager, je reprends le marché suisse. Ensuite, je vais 5 ans aux États-Unis pour gérer les Amériques. Et je finis ma carrière chez Vacheron Constantin en Asie en 2017, où là, je gère toute l'Asie-Pacifique. Et c'est une marque. Marché. C'était énorme. Ça, c'était un très gros marché. La Chine, c'est plus d'1 milliard. Ouais, très bon. Le Japon, la Corée, et puis même, c'est très, très, très différent en fonction des pays aussi. Absolument. Chaque marché est différent. Donc, c'est un apprentissage fantastique. J'ai fait 7 ans dans la région là-bas, donc j'ai eu le temps de bien m'imprégner et de comprendre aussi les différences culturelles en Asie. Mais pour revenir à ta question, après, c'est une marque qui a du retail, qui connaît ses clients, qui est montée en gamme aussi beaucoup dans la typologie de produits qu'on a, beaucoup plus professionnel, beaucoup plus organisé, comme la plupart des marques qui se sont vraiment développées au fil des années. Et je dirais que j'ai vécu ça de l'intérieur et c'était une source d'apprentissage pour moi absolument incroyable et qui m'a permis aussi après d'avoir l'ambition un jour de diriger une maison. Et comment ça se passe, ce step de devenir patron d'une maison? J'ai dirigé Vacheron Constantin dans cette très grande région. C'était déjà une grosse entité. J'avais plus d'une centaine d'employés déjà. Donc, c'était déjà une belle affaire. Et puis, l'étape d'après, ça aurait pu être une direction commerciale. Mais en l'occurrence, une rencontre avec Jean-Claude Biver a changé ma destinée puisqu'il cherchait quelqu'un qui connaissait bien les marchés, qui avait, je pense, aussi la bonne personnalité par rapport à la marque et par rapport au fait de travailler avec lui. Et quand on a eu notre premier entretien, ça s'est assez vite décidé. Et de mon côté, je me suis dit, voilà, opportunité fantastique, une maison qui est en difficulté, plus petite taille, basée en Suisse, mais un job de direction générale qui permet d'apprendre encore. Et moi, c'est toujours ce que je souhaite, c'est vraiment d'apprendre des nouvelles choses. Et là, c'était Zénith. Et là, ça a été Zénith, exactement, pendant 6 ans et demi, en Suisse. Ouais. Et par rapport à Zénith, moi, en fait, ce que je trouve génial, et c'est peut-être sûrement ton challenge, et tu vas nous en parler spécifiquement, c'est que donc, c'est une maison qui est historique, qui est pionnière. La plupart des mouvements sont très connus, même plus que la marque. Et je trouve que des fois, toi, c'est un peu comme SAG, c'est des maisons ancestrales, qui ont fait tellement de choses, mais qui pourraient être bien plus connues et reconnues. Et je pense que ça doit être difficile quand tu prends la maison, surtout là, si elle était en difficulté. Donc, toi, qu'est-ce que tu as voulu faire à ce moment-là? Moi, si tu veux, la feuille de route était assez différente parce que quand j'ai repris Zénith, c'était une marque qui avait été dans différentes directions, qui était difficile à lire pour les clients, qui ne la comprenaient plus, malgré la très belle histoire, malgré le El Primero, malgré tant d'atouts que cette magnifique marque avait et a toujours. Il fallait un peu clarifier le message. C'est-à-dire, voilà, c'est une vraie marque, on a effectivement 160 ans d'histoire, mais on est aussi une marque qui vit dans le 21e siècle. Et je crois que Zénith avait un peu cette image d'être, comment dirais-je, un petit peu tournée vers le passé. Elle avait besoin d'être un peu dépoussiérée. J'aime pas l'expression, mais elle reflète quand même ce qui était la réalité. Et c'est ce qu'on a fait. On a capitalisé sur les choses fortes de la marque avec cet énorme héritage horloger, mais on l'a modernisé. On a montré que c'était une marque d'aujourd'hui, du 21e siècle, qui plaisait aux jeunes, qui se développait, qui grandissait. Et voilà, et c'est vraiment remettre la marque sur les rails par rapport à ça. Alors que chez Hublot, c'est un peu différent. Hublot, c'est une marque qui a que 45 ans. Donc, c'est la première fois que je travaille pour une marque et que je suis plus âgé que la marque. Mais c'est une marque qui est née très vite, très fort, à travers plusieurs leaders, et qui aujourd'hui, quelque part, commence à avoir accumulé une certaine expérience avec 45 ans, et surtout un certain savoir-faire. Donc, Hublot, ce n'est pas une marque qui est uniquement du marketing, bien que la marque a été si forte en marketing. Ce n'est pas non plus une entreprise qui n'a que démontré, je dirais, le savoir-faire sur les matériaux, mais c'est une magnifique marque d'horlogerie avec un savoir-faire horloger qui est incroyable et que les gens ne connaissent pas encore assez. Donc, si tu veux, mon expérience que j'ai pu acquérir chez Vacheron Constantin, chez Zénith et tout au long de ces 28 ans me permettent aujourd'hui vraiment de travailler Hublot pour le long terme et de montrer un peu ce que Hublot sait faire au grand public. Et je pense que ça, c'est très important. Donc, c'est ça, la ligne de route, c'est de montrer aujourd'hui... Parce que si tu devais dire quoi, grand savoir-faire de Hublot? Oui, absolument. Alors, d'abord, Hublot est connu pour sa créativité, son innovation. Et là, je reviens à la fondation 1980. Carlo Crocco lance cette montre qui devient iconique dans les années 80-90, que tout le monde porte. Elle est très populaire. Pourquoi? Parce qu'elle a pour la première fois amené le caoutchouc, le rubber, comme on dit en anglais, sur le bracelet, aux côtés d'une boîte en or.
Donc c'était pratiquement, c'était un crime, hein, on touchait à un sacro-saint des métaux précieux, des matériaux précieux dans l'horlogerie. Le caoutchouc n'était pas fait pour faire partie exactement d'un bien de luxe. Donc ça a été vraiment un électrochoc, mais qui a fonctionné, qui a bien marché. Et dès le départ, parce que c'était quelque chose de nouveau. On est une industrie qui a quand même des centaines d'années, et moi je suis suisse, je travaille pour cette industrie depuis 28 ans, et de toute manière, je trouve souvent qu'on est un petit peu trop tourné vers le passé, un petit peu trop conservateur par rapport à cette industrie. Mais Hublot est un parfait contre-exemple, puisque dès le départ, elle a commencé à être créative, disruptive en amenant ce caoutchouc sur les montres. Ceci a évidemment été renforcé encore avec l'arrivée de la Big Bang et le lancement qu'a fait Jean-Claude Biver en 2005 plus précisément, qui a vraiment permis de secouer tous les codes de l'industrie. Donc on a capitalisé sur le côté créatif, innovant. Ça, c'est le premier pilier. D'où les nouveaux matériaux qui sont arrivés quelques années après. Et après, le deuxième pilier qui est venu très fort dans les années 2000, c'est un marketing aussi disruptif. Un marketing qui cassait tous les codes, qui était innovant. Il y a des dizaines d'exemples, ne serait-ce que dans mon bureau, de visuels, de campagnes, d'événements qui ont été faites de manière tellement différente du côté conservateur de l'industrie. En fait, c'était facile presque parce que tu avais des maisons hyper tradies. Et donc, vous, il suffit que tu aies un slogan un peu catchy, un truc qui ne se ferait surtout pas pour faire un peu jaser ou juste dire « Putain, mais c'est génial ». Alors, je dirais pas facile parce qu'il faut leur laisser ça. Je dirais pas facile parce qu'il fallait oser aussi le faire. Ouais. Quand on est dans une industrie comme ça, très conservatrice, et puis qu'on sort complètement du troupeau, on prend des risques. Et ces gens ont pris des vrais risques pour positionner Hublot différemment, encore une fois, à travers le marketing. Donc, si tu veux, il y a eu l'innovation, les nouveaux matériaux, le marketing très fort. Et puis l'horlogerie aussi, qui s'est renforcée au fil de ces 45 années et qui aujourd'hui devient un pilier incontournable, puisque des mouvements incroyables comme le mouvement Unico, le Mekaten, toutes les grandes complications MP qui ont toutes été faites ici in-house, sont là, sont présentes et font partie aussi du savoir-faire de Hublot. Et c'est ce que parfois les gens ne valorisent encore pas assez chez Hublot. Parce que le marketing était tellement fort, les nouveaux matériaux avec le saphir, la céramique de couleur, etc., ont pris tellement de place que les gens n'ont pas donné forcément toujours l'attention nécessaire à l'horlogerie de Hublot. Et moi aujourd'hui, exactement, je vais parler haut et fort de cette belle horlogerie et je vais peut-être rééquilibrer ces trois paramètres l'un envers les autres. Oui, parce que tu ne peux pas avoir ta légitimité 100%, surtout par rapport aux connaisseurs. Et ouais. Des fois, tu vas investir beaucoup d'argent dans une Hublot. Souvent, c'est Regarde Richard Mille ou choses comme ça. Ils disent, voilà, c'est des racing machines. Enfin, tu vois, c'est le fait, on a un mouvement tellement extraordinaire que le cœur battant, ce qui fait un peu la valeur de la montre. Alors que si tu regardes tout le côté esthétique, ça peut être un peu plus superficiel. Complètement. Et il faut, encore une fois, ça a été la marque a été très très vite. Je pense que si on prend ces 20-24 dernières années, c'est probablement le plus grand succès horloger. Quand on pense à la taille de Hublot en 2005 et ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est exceptionnel. Maintenant, voilà, comme toute croissance rapide, il y a parfois aussi des petits ajustements à faire et l'un d'entre eux va être, pour ma part en tout cas, un focus très fort sur l'aspect horloger. Et je veux le faire connaître, c'est-à-dire qu'on a une magnifique manufacture. Tu as peut-être vu, mais on va bientôt ouvrir une énorme manufacture qui s'appelle H3, qui est dans une petite année et qui nous permettra de montrer encore mieux au public, à nos clients, aux connaisseurs, ce que Hublot est capable de faire. Et surtout dans vos complications. Question, parce que pour le coup, là, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu. Est-ce que vous avez des calibres que vous avez fait vous-même, vos mouvements que vous avez fait vous-même? Tu parles de CMP. Donc, c'est à quel moment vous avez commencé à faire vos propres mouvements à vous? Alors, ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaille sur des mouvements complètement internes. Même avant, il y avait eu des grandes complications, mais je dirais si c'est des mouvements plus de volume, je pense à l'Unico, qui est un des chronographes les plus innovants, qui équipe la grande majorité de nos chronographes aujourd'hui. On utilise aussi certains mouvements comme le El Primero de notre marque sœur Zenith, que je connais bien, on en parlait tout à l'heure, qui est le plus majestueux chronographe historique de l'industrie. Donc on est fiers d'ailleurs de l'utiliser dans nos Spirit of Big Bang. Et puis on a d'autres développements qui sont en cours. Mais Hublot aujourd'hui va renforcer de plus en plus son côté horloger. Et le niveau de savoir-faire qu'on a ici dans la manufacture grâce à nos horlogers et nos maîtres horlogers est absolument exceptionnel. Il faut le faire rayonner. Exactement.
Est-ce que tu peux nous parler justement un peu des grands coups marketing qu'il y a eu dans l'histoire? Après, on parlera un peu de tout ce qui est lié au sport, parce que les montres, encore une fois, tu viens de le montrer, c'est la performance. Oui. C'est l'innovation, mais l'innovation, c'est repousser les limites. Et souvent, les maisons horlogères sont liées à du sport ou du sport, tu vois, le F1, etc. Pourquoi tu penses que c'est important et en quoi le marketing de Hublot était très fort, notamment là-dessus? C'est pas que... Alors, je pense que on vend des objets magnifiques, des garde-temps magnifiques qui ne sont pas du tout nécessaires. Je le dis toujours à mes clients, je dis vous achetez quelque chose qui n'est pas utile. Vous avez votre téléphone portable, l'heure se trouve partout. Vous voyez, une horloge Hublot magnifique là-bas qui nous donne l'heure. On n'a pas besoin d'acheter une montre. Donc, on achète une montre. Pourquoi? Parce que c'est un plaisir. Ça va nous donner une sensation particulière, une émotion particulière, un plaisir, un sentiment d'être comblé par quelque chose qu'on porte à son poignet, qui représente le temps, etc., etc. À partir de là, c'est un véhicule d'émotion qu'il faut autour de la marque. Et je pense que le marketing, quand il est bien fait, booste encore plus l'émotion qu'on va avoir avec l'objet lui-même, avec la montre lui-même. Et je pense que Hublot a très vite compris ça, a très vite compris que les clients voulaient s'associer à un certain état d'esprit, s'associer aux valeurs d'une marque, et que Hublot est une marque qui casse les codes, encore une fois, qui est différente, qui est amusante, qui est fun. Quand tu viens à un événement Hublot, on ne va pas te mettre juste à un dîner et te montrer une démonstration d'horlogerie. Oui, on va le faire si tu le souhaites, mais on va surtout passer une soirée exceptionnelle. Et que ce soit les journalistes, les clients, ils savent que quand ils viennent à un événement Hublot, ils font partie d'une communauté. D'ailleurs, on les appelle les Hublotistas, nos clients, parce qu'ils font partie d'une famille, d'une communauté. Ouais, je ne suis pas sûr que ce soit venu de là, mais c'est le nom qu'on donne aux membres, quelque part, de la famille Hublot, qui possèdent une Hublot, c'est des Hublotistas. Et on leur offre, bien au-delà d'une montre, on leur offre une expérience de marque qui va générer des émotions très fortes pour eux. Si c'est des gens qui aiment le football, on va les inviter à rencontrer des joueurs de football, à venir à un événement. S'ils aiment le tennis, on va essayer de leur présenter Novak Djokovic. S'ils aiment l'art, on va leur faire rencontrer nos artistes et les nombreuses collaborations artistiques qu'on a fait avec un Daniel Arsham et avec d'autres. Mais c'est vraiment ces moments-là. On a les Hublot Vibes qu'on appelle à l'interne, mais qui sont très, très fortes. Et je peux vous dire qu'on le vit à l'interne autant qu'avec nos clients. C'est juste extraordinaire. Donc, c'est une marque qui a une dimension émotionnelle très forte. Voilà. Et ça, je pense que c'est quelque chose que je veux aussi beaucoup, beaucoup accentuer dans les années à venir. Donc, le marketing, il sert à ça. Il sert à ça. Et tu me demandais un exemple. Je pense que le fait, encore une fois, d'avoir été si innovant en allant dans le football, qui était considéré bien loin... Presque péché. Exactement, bien loin de l'environnement du luxe, l'industrie du luxe, assez feutrée, oui, il y a seulement certains sports, certaines choses. En fait, je pense que c'était une erreur. Tu sais, quand tu peux avoir des gros moyens et être un gros client du luxe et adorer le foot, adorer le rugby, adorer le vélo, des sports qui peuvent être perçus comme populaires, tout comme inviter des clients systématiquement à manger dans un restaurant gastronomique qui peuvent probablement se payer souvent, c'est très différent que de les inviter à manger une fondue en haut d'une montagne en plein air ou, comme je l'ai fait moi il y a quelques semaines en arrière, des invités chez moi, dans ma maison et que je fasse moi-même le barbecue. Je pense que ça les touche beaucoup plus et que surtout ils vivent une émotion qui est très différente que d'aller dans un restaurant étoilé. Voilà, donc je pense que Hublot, c'est ça. C'est l'authenticité, c'est la proximité et c'est de vivre des moments ensemble qui sont absolument incroyables. Est-ce que tu penses justement qu'une marque de luxe aujourd'hui, enfin notamment de montres, ne peut pas exister s'il n'y a pas l'expérience client? Et pour toi, c'est quoi l'expérience client, la définition? Oui, je pense que c'est juste. En tout cas, je pense qu'elles existeront moins bien, moins fort et elles auront plus de difficultés à garder les clients chez eux. Parce que l'expérience client, c'est encore une fois de se soucier de son client. J'avais une réunion il n'y a pas très longtemps encore sur ce qu'on appelle le CRM ou le clienteling. Et le pire qu'on peut faire dans ce genre de démarche-là, c'est le one fits all. Parce qu'on est tous différents. Et de dire, je vais inviter tout le monde à un concert de musique classique, sans se soucier si les gens apprécient la musique classique, eh ben on fait fausse route. Parce que vous allez en ennuyer plein, vous allez faire plaisir à certains, mais en ennuyer plein. Chaque client, on doit le connaître, on doit savoir ce qu'il ou elle apprécie pour lui faire vivre des émotions liées à la marque et aller dans cette direction-là. Le client, c'est une relation personnelle. Moi, je ne fais pas un voyage, aujourd'hui, pas un seul, sans avoir une soirée, un événement, un dîner, un déjeuner avec des clients finaux.
Ouais, mais ça, la réalité, c'est que c'est souvent avec des clients un peu haut de gamme. Tu peux pas, je sais pas combien tu as de clients, ton pôle de clients, mais tu peux pas connaître tout le monde. Et puis la plupart, tu les connais pas tous. Tu as des franchisés, tu as des revendeurs. On peut pas. Tu connais pas tous tes clients. On Donc, peut pas. c'est ça qui est difficile. Donc en fait, souvent les marques, elles disent, je privilégie mon VIC parce que je le connais un peu mieux. Ouais. Il me fait des grandes, voilà. Et pourtant, souvent, ta croissance, c'est pas ton VIC. Non, absolument. Donc, c'est ça qui est difficile. Et je pense même en tant que client, tu vois, nous, on voit, c'est en tant que client, voilà, qui veut acheter sa première hublot, c'est peut-être sa montre de sa vie, et puis après, il en achètera d'autres. Ouais. Bah, en fait, tu vas en boutique, l'expérience, elle est nulle. Enfin, pas forcément hublot, mais souvent, bah, t'es lambda, on te demande à peine qui tu es, et puis, t'es pas invité aux événements, donc, bon, bah, t'es un plouc, alors que t'as quand même dépensé 10 000 balles dans la marque, et que t'adores cette... C'est une énorme erreur si ça se passe comme ça, de n'importe quelle marque. Mais de toutes, et pourtant, toutes les marques le font. Alors, Et c'est difficile de connaître ton client quand il arrive, et de tisser une relation avec lui, parce que tu as des problèmes de recrutement. Enfin, tu as plein de choses. Alors, je suis complètement d'accord. Maintenant, il y a des manières de le travailler. Tu as raison. Si je vais dîner ou déjeuner avec une table de 10 ou 12 personnes, je vais traiter 10 ou 12 personnes, malheureusement pas plus. VIP, VIC, C+, ce que vous voulez. Oui. Mais, chez Hublot, quand on a des clients qui habitent dans une ville, qu'on a identifié comme habitants de la ville et qu'on va faire un événement là-bas, ils sont systématiquement invités. Aujourd'hui, on va même aller plus loin. Cet hiver et l'été prochain, je vais organiser des Hublot Summer et Winter Tour. D'accord? Avec des produits, avec des rencontres avec des ambassadeurs, des friends of the brand. Vraiment des soirées exceptionnelles dans des lieux exceptionnels. Il y en aura en tout cas 5 ou 6 l'hiver, 5 ou 6 l'été. Et le pass, le sésame d'entrée quelque part dans ces soirées, ce sera d'avoir une Hublot à son poignet. D'accord? Donc n'importe qui est déjà client Hublot, même le premier prix d'une Hublot, il sera bienvenu à notre soirée. Pardon? Pas seconde main. Si, bien sûr, il est possesseur d'une Hublot. Je ne vais pas contrôler. Hein. Quand il arrive avec une Hublot, il rentre dans la soirée. Si tu as une Hublot. Très belle soirée, il va vivre les Hublot vibes et il va surtout avoir la capacité de passer une soirée, enfin la possibilité de passer une soirée exceptionnelle. Plus, hein, il va se passer plein de choses. Mais c'est pour montrer que nous, on élargit ça. La manufacture qu'on construit là, la moitié de la manufacture va être dédiée quelque part aux clients. D'expérience. Je ne veux pas révéler maintenant, mais il va y avoir 6 ou 7 aspects de la visite qui non seulement sont exceptionnels, mais on va être la première manufacture à le faire et les seuls. Donc, aucune autre manufacture légère, on va vivre ce qu'on va vivre dans celle-là qu'on ouvre dans une année. Donc là, je me mets moi-même la pression parce qu'il va falloir que tu reviennes pour voir ça avec ton équipe et ta caméra. Mais on va faire une chose exceptionnelle pour les clients. Ils vont vivre la marque d'une manière qui sera unique au monde. Donc, tu vois à quel point on est tourné vers les clients. C'est ouf. Question qui me vient à la moi, peut-être un peu folle. Est-ce qu'on est capable de monter une montre en une journée? Alors, ça dépend du type de montre. Si c'est une montre très simple et qu'on a... si c'est très simple, qu'il y a les horlogers disponibles et qui travaillent du matin au soir sur une montre, avec les contrôles et tout, ça va être un peu serré, mais si on a tous les composants, on est capable de la monter, oui. Donc, c'est-à-dire que demain, tu peux proposer à une cliente de venir ou un client, par exemple, là, il y a plusieurs cadrans de céramique, etc. Elle vient à la manufacture, elle choisit ce qu'elle veut et elle pourrait peut-être avoir une Hublot elle-même ou quoi. Ça, c'est possible. Ça pourrait être possible. Alors, en fait, si ça peut se faire dans l'horlogerie, en vrai. Ça dépend beaucoup du type de montre, très sincèrement. Là, je parlais vraiment du geste technique de l'horloger de pouvoir assembler une montre en une journée sur une montre de base, encore une fois. Mais en général, ce qu'on va plutôt essayer, c'est de montrer des produits finis. On va montrer l'expérience de comment une marque fabrique ses montres, bien sûr, comment Hublot fabrique ses montres. Mais au-delà de ça, on va montrer des produits finis, des produits disponibles pour que la personne, si elle le souhaite, puisse repartir avec une Hublot. C'est plutôt dans ce sens-là que ça se passe. Mais c'est vrai que de l'intérieur, les expériences horlogères, c'est quelque chose qui marche très, très bien. Ouais, surtout tout ce qui est personnalisation. Incroyable. C'est pour ça. Des fois, tu peux changer ou tu peux graver. Alors, on aura aussi quelque chose pour les personnalisations qui fait partie des 6 ou 7 choses uniques. La manière dont on proposera ce type de service sera complètement différente et disruptive. Et puis, tu as un côté assez intéressant là-dedans, c'est que souvent, quand tu offres des choses à ton client qu'il n'expectait pas, qu'il n'attendait pas, du style des événements, des goodies, des services en plus gratuits, X, etc. Souvent, tu le vois, enfin, moi, je sais quand m'offre, mais des fois, juste des petits trucs, on était tellement contents, ce petit truc. Je suis d'accord. Et c'est encore mieux quand c'est des choses qui ont du sens parce que une casquette, on en a tous des casquettes. Donc c'est comment vous arrivez à être créatif et à faire vivre des expériences comme ça. Et je trouve que le truc des Hublot Vibes, c'est génial parce que si tu arrives, ça va vous permettre de rencontrer vos clients de partenaires où c'est pas vous qui avez fait les ventes en direct.
de la seconde main. Et c'est génial. C'est clair. Ça va rassembler. Mais tu as entièrement raison et je vais te donner un exemple de ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines en arrière où j'étais en visite dans une de nos boutiques à Miami, pour ne pas la citer, et dans laquelle un client était là, un client qui avait déjà acheté plusieurs montres, qui est un énorme passionné d'art, qui a acheté la montre qu'on avait fait avec Murakami, la montre qu'on a fait avec Arsham, enfin, un grand passionné d'art, et il complimentait les tableaux qu'on avait qui représentaient du pop art dans nos boutiques, que tout le monde connaît parce qu'ils sont là depuis assez longtemps, et il complimentait beaucoup ce tableau, et à un moment, je suis allé, j'étais là, je m'étais présenté et tout, je suis allé, physiquement, j'ai décroché le tableau du mur, et je lui ai dit, écoutez, si vous aimez ce tableau, tenez, c'est le vôtre, quoi. Il m'a regardé, il m'a dit, mais vous êtes sûr c'est pas à vendre? Je dis, non, c'est pas à vendre, ça fait partie de l'habillage de la boutique, mais moi, je suis ravi de vous l'offrir, parce que vous aimez tellement la marque, et vous aimez tellement l'art, et c'est ce qui vous a amené chez Hublot quelque part, que ce tableau-là, vous l'aimez, il est à vous, mettez-le où vous voulez, faites-vous plaisir à la maison. Et en fait, cette personne m'a écrit, j'ai vu qu'il a fait des commentaires aussi sur les réseaux, etc., parce que j'ai fait quelque chose qui était atypique. Honnêtement, ça ne m'a pas coûté beaucoup d'argent, ça m'a pris littéralement 1 minute, et la personne s'en souviendra toute sa vie. Et ça, c'est des petites choses qu'on peut faire. Exact. Et c'est ça d'ailleurs, c'est ce genre de détail qui fait l'histoire des maisons, parce que ce client, il est passionné, donc on va parler de tous ses copains. Bien sûr. Puis lui, il sera le seul qui dit, mais attends, toi, t'as fait le CEO de Hublot qui t'a donné une pièce d'art, et c'est incroyable. Mais bien sûr. Génial. Mais bien sûr. Ce qui est beau d'ailleurs, c'est que ce soit unique. Ça, je trouve ça dingue. C'est clair. Et c'est pour ça que le prendre soin de ses clients, parce qu'on peut appeler ça avec le mot qu'on veut, CRM, clienteling, mais c'est vieux comme Hérode quelque part. Le premier vendeur au monde, sans le savoir, il a fait du CRM, simplement en prenant soin de son ou de sa cliente. Et aujourd'hui, nos vendeurs, moi je leur dis, mais faites-le avec le cœur, soyez authentiques. C'est ça que les gens vont lire. Parce que recevoir une newsletter ou une casquette, comme tu le disais, ok, toutes les marques le font. Par contre, savoir que quelqu'un a son anniversaire tel jour, savoir que quelqu'un apprécie particulièrement le golf et l'inviter à un événement de golf, ça veut dire que le cadeau, il était attentionné, quoi. Il était pensé, il était réfléchi. Et ça, pour moi, ça vaut tous les CRM du monde. Mais ouais. Et puis en plus, toutes les maisons, elles sont, et c'est normal, dans la connaissance de ta database, de savoir ce que tu peux lire. Et puis c'est comme, c'est ton anniversaire, on va pas te envoyer un email avec un code promo, on est dans le luxe. Le parent de lui, on va te faire venir en boutique, etc. Là, on va te faire une présentation de produit, penser à toi. C'est ça que d'ailleurs aussi, les équipes retail dans les marchés, elles ont un vrai pouvoir et une influence par rapport aux clients locaux. Oui. Mais aussi pour le reste, pour aller quand ils voyagent, etc. Ouais. Comment ça s'organise justement entre la marque globale et les marchés? On se parle au quotidien et on est obligé d'avoir, comme on vit à distance. Moi, je l'ai vécu parce que j'ai moi-même habité à l'étranger dans des filiales. Avec des fax? Avec des fax. Non, il n'y avait plus de fax déjà. Là, j'étais passé aux emails. Mais j'ai vécu à l'étranger, donc j'ai vu la déconnexion qu'il peut parfois y avoir entre les deux mondes. Donc, c'est notre job et c'est hyper important de faire le lien, de faire le pont par des communications très régulières, des town halls, des Zooms, tous les outils qu'on a aujourd'hui pour rester proche des marchés. Allez les voir régulièrement. Moi, je suis un homme de terrain, je veux aller sur le terrain, voir mes clients, oui, mais aussi voir les équipes, voir les boutiques, etc. Et puis les inviter aussi à venir assez régulièrement au siège pour qu'il y ait vraiment une synergie totale entre les deux mondes et que la marque ne fasse qu'une, quelque part. Et ça, c'est très important. Donc, nous, on essaie d'être très, très proche de nos équipes et j'insiste beaucoup là-dessus parce qu'encore une fois, je l'ai vécu moi-même. Et on peut parfois se sentir isolé quand on dirige une marque à l'autre bout du monde. Un truc que moi, j'avais un peu sous-estimé, c'est à quel point le rôle d'un CEO, notamment dans une maison horlogère, alors que par exemple, tu es chez Hermès, c'est très différent. Tu vas pas avoir Monsieur Dumas qui va te vendre un Hermès, alors que vous, les CEO horlogers, vous êtes très, très proches de vos clients. Enfin, tu vends beaucoup de montres aux clients. Pourquoi tu penses que c'est aussi... Je pense que... Je ne sais pas pourquoi, c'est une bonne question. Je pense surtout que ça dépend de la personnalité des gens. Même dans l'horlogerie, il y a quand même des gens qui sont beaucoup plus proches des clients que d'autres, qui passent plus de temps à les rencontrer, qui passent plus de temps à essayer de les comprendre et qui ne se reposent pas uniquement sur les forces de vente du front. En tout cas, moi, c'est ma manière de travailler, c'est clair et net et j'aime beaucoup ça. Je pense que c'est peut-être un amour aussi du produit qui est très, très fort en horlogerie. Et on est des passionnés. Et moi, j'avoue que quand je rencontre des clients qui adorent l'horlogerie, parler d'horlogerie pour moi, je n'ai pas du tout l'impression de travailler. C'est comme si je parlais d'un de mes hobbies. J'ai du plaisir à le faire. Donc, c'est des moments que j'adore. C'est des moments que je préfère de loin
être avec un client à qui je fais plaisir et je passe un moment avec lui dans un marché, on finit par lui faire acquérir une de nos belles montres que de faire une réunion. On est d'accord là-dessus. Moi, la vibration, elle est avec les clients. La réalité du business, elle est avec les clients. Elle n'est pas à travers un Zoom ou en réunion ou en faisant un rapport en PowerPoint. Non, c'est pas ça. Et donc, la vérité du marché, elle est là-bas. Et le client, il va vous dire la vérité aussi. Il va vous dire ce qu'il pense, il va vous dire ce qu'il veut, il va vous dire ce qu'il aime, ce qu'il attend d'une marque. Moi, je demande souvent aux gens, qu'est-ce que vous attendez du Hublot? Et de manière générale, qu'est-ce que vous attendez d'une marque de luxe? Pourquoi finalement vous achetez du luxe? Alors, on revient toujours le côté d'émotion, je me fais plaisir et tout, mais on voit très bien que la loyauté dans une marque, elle se crée avec la qualité de la relation. C'est clair et net. Donc, moi, j'insiste beaucoup là-dessus. Et là, tu vois, ça fait 2 ans où le marché de l'horlogerie on dit qu'il va mal. C'est plus tendu, mais parce qu'il y a une grande croissance d'un coup, il y a un pic après le Covid. Là, ça s'est un peu plus essoufflé. Tu penses que c'est notamment la Chine, etc. Justement, tu parles de loyauté, donc il y a des clients qui, d'après ce qu'on dit, investiraient moins. Je pense surtout qu'il y a une correction globale qui est assez saine parce qu'il y a eu le Covid, qui a été quand même une situation sans précédent pour le monde entier, un monde à l'arrêt. Et puis, quand le monde a commencé à redécoller après, il y a eu 1 ou 2 années un petit peu de bulle de consommation. On appelle ça revenge buying, mais c'est vrai que tout le monde était là, mais enfin, c'est fini, le monde existe, on peut de nouveau se faire plaisir. Pas mourir. Non. Donc, il y a eu un boom comme ça énorme qui n'était pas forcément une réalité et qui a créé une situation de tension dans le marché horloger, mais du luxe en général. Et voilà, et je pense qu'il y a eu de la spéculation, il y a eu plein de choses qui n'étaient pas forcément saines et je pense qu'on retrouve aujourd'hui des vrais niveaux qui sont plus en ligne avec la réalité de ce qu'une marque de luxe peut faire comme performance, d'une part. Et puis d'autre part, évidemment que le monde est compliqué en ce moment. Il suffit de regarder La géopolitique. Les nouvelles, la géopolitique, effectivement, pour voir que voilà, quand il y a des hausses, des moments plus difficiles, quand il y a des crises économiques, quand il y a des conflits, des choses comme ça, c'est jamais bon pour le business. Donc de toute manière, il faut savoir passer à travers. Je crois que Hublot a que 45 ans, mais il y a tellement de belles marques horlogères qui sont beaucoup plus âgées et qui ont passé à travers des crises, des guerres, des difficultés, des problèmes lambda, des épidémies, et on est toujours là. Donc, il faut rester serein, il faut croire en ses valeurs, il faut bien travailler sur ses fondamentaux. Moi, c'est ce que je fais maintenant sur Hublot. Donc, vraiment travailler sur les forces pour les renforcer et sur les faiblesses pour les rendre, pour les faire devenir des forces. Et si on bosse bien sur ces fondamentaux, je suis assez serein pour l'avenir. Je pense que c'est très important de le faire, en particulier quand les périodes sont un petit peu plus challenging. J'aimerais qu'on parle un peu des produits. Bien sûr. Quand tu parles de tout ce qui est un peu challenging, il y a eu une augmentation. Tu parlais, tu sais, de la spéculation avec le marché secondaire. Oui. Aujourd'hui, je sais que les maisons, souvent, vous tracez ça beaucoup parce que ça, vrai ou faux, mais souvent, ça justifie un peu la valeur de la marque. Okay. Dans le sens où, si ta marque, ta Big Bang, elle se revend au même prix, c'est une bonne marque. Si elle est plus, c'est bien. Si elle est en dessous, c'est les bons. Une marque piquée, etc. Tu vois un peu ce que ça. Ouais. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à une marque comme Hublot? Parce que c'est trop cool d'avoir une Hublot si elle est un peu moins chère et ça veut dire qu'elle est moins bonne. En plus, vous, c'est de la céramique, donc c'est invariable, donc c'est pratique. Mais, tu vois? Alors moi, je pense que c'est encore une fois, c'est revenir vers un bien de luxe et le considérer comme un bien de spéculation. Et moi, personnellement, qui suis un amoureux d'horlogerie, je suis assez contre. Et j'ai souvent dit aux gens, ne regardez pas la valeur de revente. Quand vous faites l'acquisition d'un produit, ce n'est pas un outil financier. Un outil financier, il vous donne 0 émotion. D'accord? Ok, ça monte, ça descend, vous êtes content, mais l'émotion pure, elle est 0. Quand vous achetez une magnifique montre ou une superbe paire de chaussures ou une voiture, un magnifique canapé d'un grand designer, ça vous donne une émotion fabuleuse. Vous ne pensez pas au moment où vous l'achetez, est-ce que je vais le revendre et combien je vais gagner d'argent ou combien je vais en perdre. C'est dénaturé pour moi la fonction du luxe quelque part. Et je trouve, moi j'ai toujours dit aux gens, c'est un coup de cœur, vous l'aimez, vous en avez envie, ça va vous donner du plaisir, c'est ce qui est important. Et il y a eu beaucoup de spéculation dans les moments où il y avait une tension entre l'offre et la demande. Et je pense que ça a détourné l'attention du vrai sujet. Donc personnellement, je dirais, vous achetez une voiture, dans la toute grande majorité des cas, et on le sait, quand on achète une voiture neuve,
vous tournez les clés, vous faites 200 mètres avec votre voiture, vous avez perdu 30% de la valeur. D'accord? Ça n'empêche pas d'acheter des voitures. Donc, je pense qu'il faut, c'est soit vous voulez des outils financiers. Moi, j'ai déjà dit, des gens qui me posent cette question, je leur ai dit, mais n'achetez pas cette montre. N'achetez pas cette montre. J'ai même pas envie de vous la vendre. Parce que vous l'achetez pour spéculer, pour la revendre dans 1 heure ou dans 6 mois. Ça ne m'intéresse pas. Allez acheter des actions, allez acheter des fonds, et faire de la finance. Donc, je décorrèle vraiment les deux parce que je trouve que c'est pas ça. Oui, et puis ça, comme tu dis, c'est pas très simple parce que quand on regarde, par exemple, Hermès, tu vois, le fait que les prix de seconde main et le côté tellement difficile à avoir, ça donne une hype à la maison. C'est un savoir-faire qui est génial. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup de volume. Bien sûr. Qui sont vendus. Donc, c'est aussi un peu contradictoire. Et dans l'horlogerie, c'est un peu différent, mais tu as ça un peu quand même. Absolument. Tu ne peux pas avoir cette montre. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous faites beaucoup de... Déjà, c'est comparé à un sac, par exemple, c'est des pièces qui mettent avec un savoir-faire tellement particulier que heureusement que tu n'en fais pas des millions. Ouais, on peut pas, d'ailleurs. On peut pas. Ouais. Et heureusement. Et ça justifie bien plus encore plus un sac à 10 000 euros. Complètement. Donc, c'est une montre à 10 000 euros. Donc, c'est aussi peut-être ça. Et puis, je pense la psychologie que tu as derrière ton client. Mais bref. Moi, j'aimerais bien qu'on parle de ces montres qu'on a dehors. Notamment, il y en a une que je trouve géniale. Bon, il y a la collaboration artistique, mais celle-là que je trouve folle, en collaboration avec Novak, où il y a du polo et de sa raquette dans le cadran. Ouais, c'est exceptionnel. C'est une montre qui m'a beaucoup plu. J'ai eu la chance de la lancer, puisque on a finalisé le concept dès mon arrivée. Et puis, rapidement après, on a présenté cette montre en exclusivité sur la place Vendôme avec la présence de Novak Djokovic. Donc, c'était un événement extraordinaire. Et puis, surtout, c'était une grande première parce que c'est la première fois qu'une montre est faite avec, je dirais, les raquettes, les composites des raquettes de tennis et des t-shirts, des polos plutôt, de Novak Djokovic qu'on a réduit en poudre, qu'on a reconstitué. Alors ça, c'est les recettes magiques de Hublot pour construire une matière à la base en partant d'une autre matière. Et c'était vraiment une pièce exceptionnelle. On n'en a fait que 100. Elle est extrêmement légère de par ce composite, donc elle fait 49,5 grammes. C'est plus léger qu'une balle de tennis. Et puis surtout, quand Novak est venu la présenter avec moi, la première chose qu'il a dit, vous savez, ces raquettes et ces polos, je les ai portés en 2023. En 2023, j'ai gagné mon 25e Grand Chelem, qui est un record. Et dans cette montre, vous avez ma sueur, vous avez mon sang, vous avez mes larmes, vous avez tout ce que j'ai donné, c'est là-dedans. Et pour lui, on voyait vraiment qu'il avait de l'émotion et qu'il était tellement heureux qu'on ait fait une montre, quelque part, de ces objets-là qui lui ont appartenu pendant cette année-là, que c'était extraordinaire. Et chaque personne qui a fait l'acquisition de cette montre s'est dit, tiens, j'ai un morceau sur mon poignet, j'ai un morceau du succès de Novak Djokovic, le plus grand joueur de tous les temps. Donc, c'est vraiment quelque chose de fabuleux. Et vraiment, la collaboration, elle était naturelle. On s'est encore revu lorsqu'il est venu jouer à Genève, où il a gagné son 100e titre. On a un autre projet ensemble que vous découvrirez plus tard, qui est fabuleux. Et c'est quelqu'un qui est passionné d'Hublot, passionné d'horlogerie. Donc, franchement, le produit est génial, quoi. Génial. Et celle-ci? Alors ça, c'est Archam. Ça, c'est une collaboration artistique qui est exceptionnelle. Et là, la force de Hublot, je dirais, c'est qu'on est peut-être la marque qui a initié les collaborations avec des artistes. Et quand on l'a fait, c'est pas un hasard. Hublot étant tellement créative, on est tellement large en termes de spectre de ce qu'on peut faire pour surprendre nos clients, pour être innovant et dynamique, que quelque part, quand on collabore avec un artiste d'une telle réputation, on laisse le champ assez libre. Et c'est pour ça, un artiste, il n'y a pas pire pour un artiste. Jamais que c'est le Hublot. Non, mais parce qu'on a laissé à Daniel Archam la possibilité de créer sa montre, que ce soit sur cette montre de poche absolument exceptionnelle qui a été lancée l'année dernière, ou cette pièce-là qui est lancée cet automne, on a laissé le champ libre à l'artiste. Et le pire pour un artiste, c'est de l'enfermer dans un concept. En général, si tu lui dis, voilà, on veut que tu fasses ça, mais il faut qu'elle soit rouge, il faut qu'elle soit comme ça grande, il faut qu'elle soit là, les aiguilles doivent être... Il va dire, non, moi je ne fais pas, je suis un artiste, il faut me laisser créer. Donc nous, on fait l'inverse chez Hublot. On lui dit, on veut faire un projet avec toi, on te propose ça, mais c'est toi qui décides. Et ça, c'est pour ça que les artistes, encore une fois, Murakami, ce n'est pas un artiste qui fait beaucoup de collaborations. Daniel Archam, non plus. Et on a fait des collaborations
vraiment exceptionnel. Donc, on va continuer. Et là, on est ravis de lancer cette droplet sur plusieurs éditions qui sort en octobre. Ça va être à Singapour. On fait un lancement exceptionnel puisque Daniel Arsham a une très grande communauté de collectionneurs là-bas qui adorent l'horlogerie, qui adorent son art à lui. Et on va faire un très bel événement. Donc, en fait, c'est gagnant-gagnant parce que vaut mieux faire des collaborations avec des artistes qu'avec d'autres marques ou des choses comme ça parce que les deux sont toi, NDNF avec Bulgari, c'est une collab qui marche, donc c'est bien. Mais un truc comme ça avec des artistes, ça permet de rassembler aussi des clients qui se retrouvent, qui découvrent la marque ou qui font découvrir aussi l'artiste. Complètement. D'ailleurs, souvent, quand c'est des séries d'une centaine de pièces comme ça, on se rend compte que c'est souvent à parité le nombre de clients qui finalement étaient des fans de l'artiste et qui donc vont acheter la montre que de fans qui sont à la base des clients Hublot et qui découvrent peut-être Daniel Arsham via cette montre. Donc c'est assez intéressant, la synergie elle est très intéressante. Dans tous les cas, c'est des gens qui aiment les beaux objets, exclusifs, rares, difficiles à avoir, où effectivement là, vous faites partie des 100 privilégiés qui auront cette montre dans leur collection. Est-ce que chaque ambassadeur de la maison, comme Mbappé, je ne sais pas son nom, je vais l'écorcher, mais de la NFL, que vous avez lancé là Patrick Mahomes. Est-ce que ces grands ambassadeurs, est-ce que eux aussi, vous leur proposez systématiquement, pas forcément de faire des collabs ou des choses un peu spécifiques avec eux pour leurs fans, pour vous? Alors, souvent oui. Maintenant, moi, ça dépend beaucoup de la personnalité, ça dépend beaucoup des envies aussi de l'ambassadeur. Je ne veux pas faire un produit juste pour faire un produit. Il faut qu'il y ait une authenticité, il faut qu'il y ait une envie, il faut qu'il y ait une passion. Donc en général, on les invite ici, on leur fait découvrir la manufacture. Puis ensuite, j'aime bien qu'ils s'engagent un minimum dans le travail. Vous en avez toujours certains qui s'engageront beaucoup plus. Et on parlait de Daniel Arsham, c'est quelqu'un qui regarde chaque détail de la montre, mais peut-être autant qu'un horloger. Alors que d'autres vont être plus en surface en disant, voilà, vous êtes des pros de la montre, faites-moi une belle montre, etc. Mais je veux un engagement, je veux un commitment et je veux une authenticité. Donc sinon, on ne fait pas. Donc c'est pour ça que voilà, le projet avec Novak Djokovic, il a adoré dès le départ. Donc c'était assez facile à gérer. Et d'autres projets qui arrivent, moi, je check ça. Je veux que la personne ait envie de le faire. Et vous avez combien d'ambassadeurs aujourd'hui? Quel sport à peu près? Ouais, alors ambassadeurs, je dirais, on en a 4 principaux aujourd'hui. On a Usain Bolt, qui est encore aujourd'hui, qui court plus, mais qui est encore le détenteur du record du monde du 100 mètres en 9,58. Donc incroyable, pas battu depuis très longtemps. Ami de la marque, ambassadeur de la marque depuis longtemps, très proche de la marque, il adore la marque. On a Novak Djokovic, dont on a parlé tout à l'heure, qui est le plus grand joueur de tennis de tous les temps. On a Kylian Mbappé, qui est aussi très proche de la marque aussi, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à plusieurs reprises, avec qui j'ai aussi un projet très intéressant qui ira au-delà d'un produit et qui sera quelque chose de très fort. Et puis, il veut de plus en plus s'investir aussi. Kylian, c'est quelqu'un de passionné, il aime beaucoup Hublot. Il a un souvenir exceptionnel chez Hublot puisqu'il avait pu rencontrer Pelé et faire une photo avec Pelé. Donc, c'est une photo qui est devenue mythique dans l'histoire de Hublot et je sais qu'elle tient beaucoup à cœur à Kylian. Donc, c'est une très belle relation qu'on a avec lui. Et puis enfin, le 4e dont on vient de parler, Patrick Mahomes, qui est un des top, si ce n'est pas le plus grand joueur de la NFL aujourd'hui et qui, lui encore, est vraiment passionné. Je vais avoir la chance de le rencontrer bientôt. Mais c'est quelqu'un qui veut faire beaucoup de choses avec Hublot et qui va nous permettre aussi de développer une notoriété, une désirabilité encore plus forte aux États-Unis. Question, pourquoi vous n'avez pas d'ambassadeur asiatique? Si vous êtes marqué vraiment forte US, alors on en a à différents niveaux. Il y a plusieurs grades. Ouais, il y a des ambassadeurs, il y a des friends of the brand, on a pas mal en Asie également. On a Lang Lang, par exemple, qui est le fameux pianiste, qui est là depuis pas mal d'années aussi dans la marque, qui travaille très bien avec nous. On va bientôt annoncer quelqu'un, mais il est trop tôt pour le dire, même avec toi, qui va résonner dans toute l'Asie. Quelqu'un de très connu. Je peux te dire que c'est quelqu'un qui vient de Corée, mais qui va être extraordinaire en termes de notoriété. Non, on a un architecte en Chine. On a pas mal de gens comme ça qui font des relais. Les femmes aussi, bien sûr. On a de plus en plus de femmes, pas encore assez, mais on a de plus en plus de femmes. On a des athlètes, on a une skieuse suisse, Corinne Sutter. On a des chefs aussi. On a Anne-Sophie Pic, que tu dois connaître, qui est fantastique. Donc non, on a de plus en plus de femmes et c'est une bonne question aussi parce que c'est un segment dans lequel Hublot a une forte croissance et je pense que dans les montres plus féminines,
on a beaucoup à faire encore chez Hublot. Donc, on a des gros projets. Ouais. Et les femmes, elles ont on a plus d'argent nous-mêmes, donc on a plus notre pouvoir d'achat et on a plus cette indépendance et il y a beaucoup plus de filles, femmes qui investissent, qui achètent leur propre monde. Mais, Oui, c'est une très bonne chose. et comment tu touches les femmes? En fait, il n'y a pas, je dirais, ce qui compte surtout, c'est de faire des beaux produits, ça c'est clair, mais c'est aussi d'adresser avec les bons canaux de communication. Typiquement, un événement, on essaye de faire des événements qui vont faire venir des couples, parfois des familles, qui vont rassembler, qui vont être un point de rassemblement. Hublot doit être un point de rassemblement. Ce n'est pas une soirée où il n'y a que des hommes qui font la fête, qui écoutent de la musique et qui profitent de boire un verre entre copains, mais c'est des endroits de rassemblement aussi beaucoup, de familles, de couples, de gens qui viennent. Donc il faut que l'événement soit bien équilibré, les ambassadeurs aussi, mais avant tout le produit. Tu vois, on a là-bas aussi des pièces assez exceptionnelles qu'on a lancées cette année qui s'appellent des Joyful, où on a voulu jouer sur les codes couleurs, le mélange entre le blanc et des couleurs avec des pierres semi-précieuses ou précieuses, ça dépend des pièces, et puis d'avoir surtout une montre ultra féminine, très summer, très sympa. Et ça a été un carton de l'été, quoi. Et ce que je disais tout à l'heure, que j'aime bien moi, dans cette montre-là, c'est qu'elle me fait penser, en tout cas par rapport à la taille, à l'Orlini Hawk de Audemars Piguet. Sauf que celle-ci, c'est un mouvement automatique. Exactement. C'est une pièce qui est, tu vois bien là, avec la masse oscillante. Donc, c'est une montre, encore une fois, qui a ce côté technique auquel je tiens, parce que tu parlais de l'évolution de la décision d'achat d'une femme, etc. Je veux aussi que Hublot soit une marque, quelque part, qui offre le même niveau de technicité aux femmes qu'aux hommes. Les années où on disait à une femme, elle préfère une montre à quartz parce que comme ça, elle peut remonter, elle a besoin de remonter, de se casser les ongles, et puis on met des diamants et ça va lui plaire, c'est complètement faux. Aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui portent des montres hommes et de plus en plus de femmes qui s'intéressent à la technique, au mouvement, qui veulent vraiment comprendre ce que c'est finalement la belle horlogerie. Donc, je pense que là aussi, Hublot est vraiment une marque qui est très avant-gardiste. Vous avez un côté cool kids, arty, etc. Donc, et jeune. Ouais. Tu connais la moyenne d'âge? On est à peu près à 35 ans maintenant, ouais. Donc, ouais, c'est jeune. Mais parce qu'Hublot est une marque dynamique. C'est un peu plus âgé. Hublot est une marque qui est hyper dynamique et qui est surtout, c'est du luxe casual. C'est-à-dire que vous n'allez pas rentrer dans la marque en sentant un côté très feutré, très coincé, très presque un peu prétentieux comme on peut le sentir dans certaines marques. Hublot, non, Hublot, c'est pas ça. Hublot, c'est des relations humaines, c'est des bons moments qu'on passe ensemble et c'est un côté accessible. Et moi, je l'incarne parce que je pense être quelqu'un avec ma porte ouverte, je suis accessible, j'ai envie de rencontrer des gens, de parler avec eux, d'échanger ça. Et c'est l'esprit de la marque. Oui, puis en plus, les femmes, tu vois, à l'heure où on parle, on a une trend, je vois sur les réseaux sociaux, qui est très quiet luxury, donc toutes les filles, elles ont toute une panthère Cartier. Donc, mais le problème, c'est que tout le monde a ça. Et alors que, tu vois, aujourd'hui, on est beaucoup dans les montres connectées. Tout à l'heure, on en parlait, nous. Tu sais combien il y a de montres connectées qui sont vendues par an? De montres? Non, pas comme ça, non. Eh bien, il y en a, je crois, 150 millions par an. C'est VS 5 millions de montres. Mécanique. C'est fou. Hein. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Et les femmes s'y mettent beaucoup plus, etc. Mais aussi, c'est démocratisé. Et ce que je trouve génial, donc là, c'est les mouvements et tout ce que vous apportez là-dessus. Et un truc que je trouve dingue, c'est que donc nous, les femmes, il y a le sport qui est beaucoup plus aussi en avant qu'avant. C'est pas juste, bon, on fait beaucoup de pilates, mais il n'y a pas que ça. Et je trouve que, justement, tu regardes là le parti pris. Est-ce que vous faites jamais, là, il y a du tissu, vous faites jamais de bracelets en maille? Si, on en a eu fait beaucoup. On a eu récemment une montre qu'on appelait intégrée, où il y avait un bracelet en dur, quoi, en acier, hein, en titane, en acier, ça dépend. Mais oui. Alors, Hublot je dirais que génétiquement, Hublot est né avec avec le rubber. Donc, on est vraiment connu pour ça. Donc, souvent, les gens associent Hublot a un bracelet plus souple qu'un bracelet en métal. Mais non, on a eu des très beaux bracelets. Il y a d'autres qui sont aussi en projet. Ça fait partie de l'horlogerie aussi. On doit avoir une offre sur bracelet. Pour les femmes, absolument. Sportives, donc forcément, quand tu as peut-être envie d'une maille. Mais ce qui est bien, et en plus aujourd'hui, ce qui est dingue, c'est que tu n'as pas une marque horlogère qui ne propose pas une montre avec un bracelet en caoutchouc. C'est vrai. C'est dingue. Et c'est Hublot qui a été précurseur. Exactement. Et ça, à ton avis d'ailleurs, pourquoi un client il préfère porter une montre Hublot quand ça t'attaque? Ok. Alors d'abord, il veut être différent. Il veut affirmer
Hublot, c'est une marque pour des gens qui affirment leur personnalité, qui affirment qui ils sont. Moi, je dis souvent, je voyage beaucoup. Et quand on se retrouve dans un avion, on est dans un environnement clos. Et il suffit de marcher le long du corridor du milieu pour observer les poignets. Moi, je le fais, c'est mon métier. Et moi, j'ai aucune envie d'une montre ou d'une marque que je vais voir sur la moitié de l'avion. Parce que j'ai le sentiment un peu d'être un mouton, un peu d'être un follower, un peu... tu sais, il y a des choses comme ça sur lesquelles on mise et puis on se dit, bah, je n'y connais rien, mais en fait, si je prends ça, j'ai un peu d'argent. Si je prends ça, je fais un sans faute parce que tout le monde l'a. Ça, c'est une mentalité qui est très loin du client Hublot. Le client Hublot, il a un coup de cœur, il aime le côté innovant, dynamique de la marque et il veut surtout s'affirmer comme il est, il ou elle. Et je pense que ça, c'est vraiment une caractéristique de la marque. Et moi, je le dis haut et fort, si vous voulez passer partout, passer incognito, avoir la montre que tout le monde a, ne venez pas chez Hublot. Nous, on est tout l'inverse de ça. Avant qu'on passe aux questions signature, j'ai une question qui est un peu plus toi personnellement par rapport à ton leadership. Oui. Donc là, tu as toute cette vision par rapport à Hublot. Oui. En fait, ton modèle de distribution, LVMH, la stratégie, c'est quand même de la retailisation. Il y a le e-commerce qui prend. Toi, dans ta stratégie, etc. Donc, tu dis, voilà, ce troisième pilier d'apporter plus de faire rayonner le savoir-faire de Hublot qui est un peu moins inconnu, mais aussi du côté de business pur et dur. Qu'est-ce qui va se passer, à ton avis, dans les années qui arrivent, voire peut-être pour Hublot, par rapport à ça? On va faire que 100% retail, que distributeur? Si, pourquoi, qui, quoi, comment c'est? Ouais, alors moi, je crois évidemment que le phénomène de la retailisation s'est accentué au fil de, je dirais, ces 10-15 dernières années. Maintenant, je pense qu'il a ses limites. Et moi, je dis toujours, on est différent d'une marque de mode, on est différent d'une marque de chaussures. On vend des produits qui sont quand même assez compliqués, malgré tout. Même un mouvement simple, quelque part, c'est une mécanique. Il faut l'expliquer, il faut le comprendre. Je suis plutôt sur un modèle hybride. Je dirais que les boutiques sont importantes parce qu'elles permettent de représenter la marque, d'être quelque part des ambassades de la marque dans lequel le client va s'immerger. Il rentre dans une boutique Hublot, il est dans le monde d'Hublot. Et il y a des clients qui connaissent déjà la marque ou pas, mais qui ont envie d'être vraiment dans ce monde-là. Forcément, dans une boutique monomarque, les vendeurs-vendeuses vont vous dire que c'est la meilleure marque du monde. J'espère, ils sont payés pour ça. Donc, ils vont, voilà. Mais vous n'avez pas l'esprit critique, vous n'avez pas la comparaison. Et l'horlogerie, c'est quand même quelque chose de particulier. Le client a le droit aussi de dire, j'ai juste envie de m'acheter une belle montre ou un beau chronographe ou une belle complication. Et dans ce cas-là, il va aller chez un détaillant qui, lui, va lui dire, vous voulez un chronographe? Eh bien, je vous propose telle et telle marque. Et je trouve ça juste. Il faut qu'il y ait Hublot sur le plateau. Mais s'il y a Hublot sur le plateau, c'est juste de montrer 4 ou 5 belles marques. Finalement, en expliquant au client l'histoire des marques, les caractéristiques, etc., il ou elle va faire son choix. Et je pense que ça, c'est extrêmement important d'avoir aussi l'opportunité d'aller dans un revendeur multimarque, un détaillant, comme on les appelle. Donc, je pense que c'est l'équilibre assez sain qu'on doit obtenir entre le retail, où c'est notre maison, nos marques, nos ambassades, et puis le multimarque qui vend toute une série de marques et qui va conseiller le client avec une neutralité, je dirais, évidemment plus évidente que dans une boutique monomarque. Puis après, il y a le e-commerce qui est beaucoup né pendant les années Covid, de nouveau. C'est une des choses aussi, un peu comme le télétravail et d'autres, qui sont nées pendant le Covid. Et le Covid a tout fermé, donc du jour au lendemain, on ne pouvait pratiquement plus qu'acheter une montre en ligne. Donc on s'est tous dépêchés de développer ce e-commerce qui a pris une ampleur incroyable. Je pense quand même, avec du recul maintenant, que le client aime aller dans la boutique, aime le contact, aime toucher le produit. Même les jeunes, on dit les jeunes, ils achètent tout sur Internet. Mais pour une montre, je pense que l'histoire nous dit quand même que les clients préfèrent aller dans le point de vente. Maintenant, une chose qu'on oublie, c'est qu'on n'a pas des points de vente partout. Et si on réfléchit avec une mentalité suisse, on ne peut pas comprendre ça. Parce que c'est un tout petit pays. Vous avez des points de vente qui sont tout de suite là, à gauche, à droite. Si vous partez d'ici, par exemple, vous voulez acheter une montre chez Hublot, vous pouvez l'acheter ici. Vous faites 15 minutes de voiture, vous allez l'acheter à Genève. Et vous faites 15 minutes de voiture dans l'autre sens, vous allez l'acheter à Lausanne. Donc, le Suisse comprend moins ça. Mais quand vous êtes en Australie, en Chine, en Indonésie, aux États-Unis, s'il faut faire 2000 km pour aller dans un point de vente, bah, vous allez l'acheter en ligne. Et donc, c'est un service qu'on offre aussi à des clients qui
n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer au moment T. Donc, c'est complémentaire. Franchement, c'est très complémentaire. Il faut le faire intelligemment. L'équilibre, il est fin, mais c'est complémentaire. Donc, en tout cas, chez Hublot, on va continuer de développer notre réseau boutique, notre expertise. On va réduire la distribution pour se concentrer sur nos meilleurs partenaires, parce qu'on a vraiment des partenaires historiques très forts en termes de détaillants, et on fera du e-commerce. Voilà, tout simplement. Et pour finir, donc toi, tu as fait 3 maisons différentes côté LVMH. Ouais. Qu'est-ce que tu retiens de ces 3 maisons différentes? Vous avez eu Tag Une année, ouais. Voilà. Et là, Hublot, VS Clinique. Même en termes de positionnement, tu vois. Ouais. Alors, c'est 3 marques qui sont très différentes et c'est ce qui fait la richesse du portefeuille horloger d'LVMH, c'est qu'elles sont finalement très complémentaires. Et pour moi, ça a été une courbe d'apprentissage très forte et très rapide, puisque s'immerger dans une marque, en particulier dans le job de CEO, on doit quelque part, on doit tout connaître d'une marque. Donc, ça prend du temps, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, j'ai beaucoup appris. À chaque fois, ça réapprend l'humilité qui est importante d'avoir dans cette industrie où parfois les égos sont surdimensionnés. On revient, on réapprend, on recomprend ce qu'est un mouvement, une marque, une boîte, tout ce qui fait l'entreprise quelque part. C'est vraiment important de reprendre cette attitude à chaque fois. Et voilà, et Zénith, magnifique marque historique, très traditionnelle, avec une histoire de mouvement absolument fabuleuse. Et je pense que tout le monde devrait aller au Locle un jour ou l'autre, visiter le grenier, la manufacture de Zénith, c'est passionnant. Tag Heuer, marque plus accessible en termes de prix, plus de volume, mais très sportive, très dynamique, très avant-gardiste aussi, qui permet aussi de vivre des expériences vraiment intéressantes et qui aujourd'hui est tellement bien associée à la Formule 1 qui pour moi lui va comme un gange. Quand je vois Tag Heuer sur les Grands Prix de Formule 1, je suis vraiment ravi pour cette marque parce que c'est une collaboration qui est extraordinaire et c'est une très belle marque aussi. J'ai eu beaucoup de plaisir à la découvrir de l'intérieur, à rencontrer Jack Heuer, parce que moi je suis quelqu'un qui adore rencontrer les gens qui ont fait les marques. Tu as fait un bachelor en histoire, hein? Bah oui, c'est pour ça, mais tu as raison. J'ai rencontré les gens qui avaient fabriqué le El Primero, qui étaient tous octogénaires quand j'étais chez Zénith. Dès mes premières semaines chez Tag Heuer, j'ai été voir Jack Heuer dans sa maison. Et puis, j'ai rencontré il y a déjà plusieurs mois Carlo Crocco, qui est le fondateur de Hublot, avec qui j'ai eu des discussions très intéressantes. Donc, et que je vais revoir. Donc, j'adore ça. Et c'est vrai que Hublot, pour moi, c'est l'incarnation de tout ce que j'aime quelque part de l'horlogerie, puisque il y a une histoire qui est courte, oui, mais il y a une énergie de start-up. Et quelque part, quand les marques ont 100, 200, 300 ans, elles ont une tendance à se reposer sur l'héritage. Hublot ne peut pas, puisqu'on n'a que 45 ans. Donc Hublot doit regarder devant et doit être hyper innovant, doit continuer de surprendre les clients en rendant quelque part cette industrie contemporaine et super dynamique. Et c'est ça que j'adore. C'est peut-être parce que j'ai aussi vieilli en âge, donc je me dis que Hublot va me garder très jeune dans ma tête, puisque cette marque va à 400 à l'heure. Et moi, c'est la passion que j'ai de travailler pour Hublot, c'est qu'on réinvente à chaque fois l'horlogerie. Et puis même le fait d'avoir pu créer des pièces iconiques, tu vois, dans l'industrie de la fashion, c'est beaucoup plus simple de créer une icône. En 2-3 ans, tu as plusieurs saisons, tu fais en plein de coloris, c'est bon. Mais ça prend du temps. C'est plus compliqué. Ouais, ça prend déjà du temps à créer la montre, à la produire, à la fiabiliser dans le processus de production. Et puis après, il faut l'installer dans l'esprit des gens, dans la notoriété de la marque, et ça prend beaucoup de temps. Donc, Hublot, on a la chance d'avoir 2 icônes entre la classique fusion qui est née de l'héritage de M. Crocco et la Big Bang qui est née de l'héritage de Jean-Claude Biver. Et aujourd'hui, c'est 2 icônes qu'on va faire vivre, qu'on va développer. Il y en aura peut-être d'autres à venir, j'espère. Mais c'est une grande force d'avoir 2 montres iconiques comme ça chez Hublot, en si peu de temps. Il ne faut jamais oublier que 45 ans en horlogerie, c'est très court. Et quand tu penses au savoir-faire et au dynamisme d'une marque comme Hublot en 45 ans, franchement, j'ai beaucoup de respect pour tous mes prédécesseurs parce qu'ils ont fait un travail assez exceptionnel. Et puis en plus, la plupart des erreurs que fait une maison horlogère, je pense que c'est quoi? C'est le produit, mauvais marketing, trop de produits, tester. C'est peut-être, oui, peut-être parfois trop vite. C'est une industrie qui, par définition, prend du temps. Il ne faut pas voir ça avec une connotation négative. Vous savez, dans l'horlogerie, si on pousse trop un horloger,
en général, un bon horloger, il va faire son job. Parce que, bien sûr qu'il a des objectifs de productivité, c'est normal, mais il faut lui laisser le temps de bien faire son travail. Un horloger, c'est quelqu'un qui a appris à être patient, à être méticuleux. Donc, qui dit patient, dit j'ai besoin de temps pour réussir ce que je suis en train de faire. Donc, si vous poussez à l'extrême un horloger ou une horlogère dans le concept de productivité, en général, vous tuez l'âme de la montre et l'âme de la marque en même temps. Donc, c'est une erreur. Et ça, il y a pas mal de gens qui l'ont fait. Évidemment, pour augmenter les chiffres d'affaires, les profits, on a besoin de faire grandir nos sociétés. Mais il ne faut jamais oublier que c'est un art. Il faut toujours donner le temps aux gens de bien faire les choses. Alors, je suis le premier à pousser les équipes pour qu'on lance des nouvelles montres intéressantes avec des nouveaux concepts, des choses. Mais je me pose toujours pour me dire, est-ce que c'est vraiment le bon rythme et est-ce qu'on fait les choses bien pour le long terme? Parce qu'on est une industrie qui mise sur le long terme. Et encore une fois, Hublot a 45 ans, mais j'aimerais que Hublot vive pour l'éternité. Donc, je construis la marque maintenant. La pierre à l'édifice que je vais apporter, moi, pendant mes années dans cette fonction-là, c'est pour le long terme d'Hublot. Donc ça, c'est super important. Et il faut se donner du temps. Question signature, Julien. Quelle est la première pièce de luxe que tu as eue dans ta vie? Première montre, non? Pièce? Pas forcément. Pas forcément, d'accord. Pour souvenir, est-ce que tu peux apparenter du luxe que tu as reçu ou acheté dans ta vie? Probable. Alors, il faut que je réfléchisse. Ouais, non. C'était probablement un très beau tableau que j'avais reçu de Bernard Buffet. Voilà. Tu avais quel âge? J'avais 12 ans à peu près, ouais. À 12 ans? Un héritage. Le dernier. Que tu as peut-être aussi offert, hein, pas forcément, ou que tu as reçu. D'accord. Le dernier, c'est probablement la montre Hublot que j'ai offerte à ma femme. Comme ma femme a la chance, évidemment, quand on change de marque, je ne vais pas la laisser porter une autre marque. Donc, j'ai dû, avec grand plaisir d'ailleurs, choisir une Hublot pour elle. C'est génial. Une maison que tu admires particulièrement et pourquoi? Et tu n'es pas obligé de citer l'horlogerie. Non, ouais. Je citerai la marque Porsche dans les voitures parce que c'est une marque qui a su tellement bien évoluer dans le temps, en particulier sur le modèle 911. On parlait d'icône tout à l'heure et pour moi, c'est une des plus belles icônes de l'industrie automobile avec une évolution du design qui me parle beaucoup. Oui. Alors qu'en plus, si on connaît l'histoire de Porsche, ils ont été en faillite. Ouais, ils ont eu des hauts et des bas. Ouais. Alors qu'en fait, c'était le produit auquel personne ne pensait au côté design. Enfin, même, je crois que c'est au côté de la mécanique, il n'y a rien qui allait. Et finalement, qui a fait que ça marchait. C'est ça. C'est dingue. C'est fou. Hein. Ouais. Est-ce que tu aimes le moins dans le luxe? Est-ce que tu aimes le plus? Alors, ce que j'aime le moins, je le dis souvent, mais c'est vraiment vrai. Ce que j'aime le moins, c'est les égos surdimensionnés. C'est parfois une certaine arrogance qu'on peut trouver dans l'industrie du luxe, que ce soit envers les clients, que ce soit d'une marque à l'autre, etc. Je trouve que parfois, les gens perdent un petit peu pied dans cette industrie et je trouve dommage. Et moi, le premier conseil que j'avais reçu à 25 ans de quelqu'un que j'ai toujours beaucoup apprécié, c'était même si on navigue dans ce milieu du luxe, il ne faut jamais oublier d'où on vient, qui on est et ses valeurs. Et je pense que ça, c'est un des meilleurs conseils que j'ai reçus. Qu'est-ce que je préfère le plus? Moi, ce que je préfère le plus, c'est l'émotion que ça génère. Et là, je parlais de l'émotion des clients, mais moi, j'ai régulièrement aussi je vis une vie qui est... que moi, j'adore. Parce que j'ai plein d'émotions tout le temps, que ce soit quand on développe une montre, qu'on voit la naissance d'une montre qui arrive sur le marché et qu'on a participé au premier design, quand on va dans un événement et j'ai la chance de rencontrer des gens exceptionnels, de passer un moment comme on passe maintenant, qui est très sympa et où on a une discussion qui est géniale. Donc, c'est tous ces moments et je me dis tous les jours que j'ai une chance énorme de faire le métier que je fais et que très souvent, j'ai même pas l'impression de travailler parce que c'est un plaisir. Donc ça, j'ai beaucoup de chance. Il y a quand même peu de gens, je pense, sur la Terre qui ont autant de plaisir dans leur travail. C'est un luxe d'abord, du plaisir dans son travail. Donc ça, j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça. Pour vous, ça ne doit pas être facile parce que c'est un métier passion. Mais enfin, la vie de famille, beaucoup de voyages, c'est une fatigue. Énorme. C'est ultra intense.
J'ai un métier ultra intense, mais passionné et passionnant. Et du coup, je vis ça comme un plaisir à 99% du temps. Ta définition du luxe? Le luxe, pour moi, moi c'est le temps, si je devais le dire. Et on vend des garde-temps, mais pour moi, le luxe le plus incroyable à avoir, ou en tout cas, c'est d'avoir le temps. Mais ça peut avoir du temps, ça peut être du temps pour soi, ça peut être du temps justement avec un objet dont on vient de faire l'acquisition, ça peut être... Mais c'est cette notion tellement impalpable de se dire, voilà, j'ai le temps de profiter de mon bonheur. Je pense que c'est un luxe. Si tu voulais une réponse un peu philosophique, c'est vraiment ça. Et enfin, qui tu aimerais entendre dans notre industrie sur le podcast du luxe? Il y a beaucoup de gens que j'apprécie. Peut-être trois. Hein. Non, il y a beaucoup de gens que j'apprécie particulièrement dans l'industrie, qui sont très intéressants. J'ai échangé à plusieurs reprises ces derniers temps avec différents acteurs de l'industrie, mais je mentionnerai Thierry Stern de Patek Philippe parce que c'est quelqu'un que je connais bien mieux qu'avant et que j'ai toujours beaucoup admiré. C'est une marque qui m'a toujours beaucoup inspiré. Je suis genevois. Je pense que c'est quelqu'un qui a une vision de l'horlogerie aussi très intéressante. Et pas seulement dans un prisme d'une marque classique, mais il apprécie par exemple ce qu'on fait chez Hublot, il comprend la démarche de Hublot. Et j'ai eu des échanges très intéressants. Donc j'étais ravi de l'entendre répondre à tes questions. Voilà, je lui lance l'appel. Ah, merci beaucoup Julien. Merci à toi. J'espère du fond du cœur que vous avez apprécié cet épisode. Je vous invite à le partager autour de vous, commenter, nous faire vos retours, évidemment vous abonner sur toutes les plateformes et sur les réseaux sociaux. Merci infiniment pour votre soutien depuis le début avec la première saison. Vous êtes de plus en plus à nous suivre et évidemment c'est extrêmement important, donc je suis hyper reconnaissante, ainsi que tous les invités avec nous. Je vous dis à la semaine prochaine et vous dis à très vite.